Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter de sauver un PC portable Lenovo qui est ici. Donc, j'ai déjà démonté la face arrière, qui lui est arrivé ici comme d'habitude car il ne démarre plus du tout. Apparemment, selon l'historique du PC, le client était en cours d'utilisation avec et il s'est coupé net devant lui. Donc, on peut supposer un problème grave sur la carte mère, un éventuel court-circuit ou autre. Donc ce qu'on va faire, ça va être bien simple. On va directement mettre le chargeur. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de LED éventuel ici, là pardon. Il n'y a pas de LED qui témoigne d'une reconnaissance du chargeur. Et quand on appuie sur le bouton power, hop, il ne se passe strictement rien. Voilà, voilà. Donc pas d'intéressante. C'est des réparations qu'on fait énormément ici sur vraiment des appareils de toute marque. Et je propose rarement ce type de vidéo. Sur les MacBook, on en propose quand même plutôt régulièrement. Et sur les PC portables classiques, un peu moins. Donc je me suis dit que ça va être intéressant de voir un petit peu comment une carte mère de PC portable classique est conçue. Ce qu'on doit faire dans un premier temps pour forcément diagnostiquer l'appareil. Et de voir forcément si c'est réparable, parce que malheureusement parfois tout n'est pas réparable. Donc ce que je vais faire directement, c'est que je vais démarrer le microscope. Yep. Je démarre l'enregistrement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les premières lignes d'alimentation. D'accord. Donc si un PC portable, oula, regardez déjà. Ce que je peux voir ici, et c'était vraiment totalement au hasard. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a déjà un petit problème. Je pense que c'est quelqu'un qui a, en démontant le PC, auparavant a chipoté, si je puis dire, au niveau du connecteur de la batterie qui est ici. Juste là, d'accord. Et donc qui a cramé la bobine. Bon, rassurez-vous, c'est pas un élément qui peut rentrer en court-circuit, on appelle ça une bobine. Donc c'est juste un composant qui va amener le voltage, d'accord, entre des lignes. Donc de toute façon, à côté, il y a son copain. Pour amener le voltage de la batterie, j'imagine que c'est le plus de la batterie. Donc ça, on n'est pas inquiet. Le PC peut démarrer tout à fait avec un problème de ce genre. D'accord. Donc, pour tester un PC portable qui ne démarre plus, c'est bien simple. Vous avez, j'ai envie de dire, plusieurs éléments à prendre en compte, plusieurs éléments à tester. Vous devez tester tout d'abord la première ligne d'alimentation, qui est le 19 volts, d'accord, donc c'est le chargeur, ou alors la batterie. La batterie, c'est rarement 19 volts, c'est en général entre 12 et 15 volts, tout dépend des PC portables. Et donc, c'est cette ligne d'alimentation-là qui va alimenter absolument presque tout le PC. Donc ça, il faut voir si c'est présent. Il faut voir s'il n'est pas en court-circuit. Si tout est bon, on peut passer à l'autre ligne d'alimentation qui est encore plus importante, si je puis dire. C'est le 3V3 qui va alimenter principalement la puce supérieure sur la carte mère, qui est essentielle pour simplement démarrer la machine. D'accord. C'est elle qui reconnaît le bouton power, c'est elle qui alimente le bouton power, et donc forcément si la supérieure ne marche pas, ou n'est pas alimentée, ou est HS, le PC ne démarrera jamais. Bref, on verra ça ensemble bien plus tard, bien plus tard, dans quelques minutes, si le problème vient de là bien sûr. Donc, pour tester la ligne principale d'alimentation, donc le 19 volts entrant, c'est simple, il faut trouver des gros condensateurs, si je puis dire, bobine et MOSFET, d'accord. Donc c'est simple. Vous voyez ici, il y a deux sorties de voltage, deux bobines. J'ai bien l'impression que c'est pour le 3V3 et le 5V. Ok, et là, comme on peut le voir, vous voyez, vous avez deux puces. À mon avis, c'est une puce qui gère le 5V et l'autre le 3V3. Ça a l'air très très semblable comme schéma, donc en général, c'est ça. Donc vous avez deux bobines qui vont sortir le voltage, le output, d'accord, ok, qui va vers la carte mère, enfin qui vont vers la carte mère. Et vous avez juste ici, yep, un condo. Et ces condos-là, je suis sûr à 1000% que c'est le input, donc c'est ce qui
rentre dans la puce, le voltage arrivant. Et en général, dans les composants comme ça, ce qui arrive, c'est le 19 volts. D'accord? Donc on va tester pour voir si on a déjà un court-circuit de ce problème-là. De ce côté-là, pardon. Alors, on se met ici. Ok, donc on a déjà un court-circuit. Ça, c'est rapide. Je vais juste regarder. Ok. Donc là, je suis à 6 ohms de résistance à la terre. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, vous avez 6 ohms de résistance à la terre. Donc, la ligne est bien en court-circuit. Donc la ligne principale d'alimentation. Alors, est-ce que c'est vraiment la ligne principale d'alimentation qui est en court-circuit? Je ne sais pas. Dans ce cas-là, quand vous avez une ligne principale d'alimentation qui est en court-circuit, avec une résistance qui pour moi est supérieure à 3 ohms, d'accord? Donc là on a 6 ohms, donc forcément on est supérieur. Vous avez 4 possibilités de panne. Ça c'est quasiment la règle d'or. Soit, clairement on va être cash, vous avez un processeur qui est HS, donc le PC n'est pas réparable, terminé. Vous avez soit un MOSFET qui alimente le processeur qui est HS, et donc par conséquent malheureusement en général quand il rentre en court-circuit, il endommage aussi le CPU en envoyant un survoltage. Donc en général on revient au premier cas de figure, le CPU est HS. Et les deux autres cas de figure, simple aussi, vous avez soit, bon par chance, bon, je dirais même 5 cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est un condensateur qui est HS. En général, il y a une résistance qui est quand même plus faible que ça à la Terre, donc ça m'étonnerait que ça vienne de là, quoique parfois on est bien surpris. Quatrième cas de figure, vous avez en autre composant, j'ai envie de dire random qui est HS, style en semi-conducteur, une puce, en bref, voilà, qui se fait alimenter par le 19 volts qui est HS, ça peut arriver aussi, plutôt rare mais ça arrive. Et le cinquième cas de figure, qui est le cas en général qui me fait diriger vers ça, c'est justement la Superio. Les Lenovo, je ne sais pas pour les autres réparateurs, mais les Lenovo ont souvent des problèmes de puce Superio. Et donc ça, malheureusement, il faut les changer. Donc c'est une grosse intervention. Néanmoins, je ne sais pas si ça vient de là. Il faut savoir déjà que la puce Superio, je ne sais pas vous la montrer ici. On va démonter la carte mère et puis je vais essayer de vous la montrer. Bon, je le rappelle, je ne sais pas si la panne vient de là. Mais il faut savoir que la puce Superior n'est pas alimentée par le 19 volts. D'accord, c'est pas une puce qui supporte 19 volts, loin de là. Elle se fait alimenter par le 3 volts 3, justement. D'accord. Mais rappelez-vous, le 19 volts alimente la puce qui alimente le 3 volts 3. Et donc, par conséquent, si le 3 volts 3 est en court-circuit, le 19 volts réagit aussi également en court-circuit. Voilà. Enfin, pas forcément le 3 volts 3, mais on appelle ça le 3 volts 3 LDO. Donc, c'est une ligne très primaire, si je puis dire, un peu à l'âge de pierre, qui va juste servir à alimenter la Super-IO, quoi qu'il arrive, d'accord, même quand le PC est éteint, forcément, pour simplement alimenter le bouton power. Voilà. C'est bien clair, c'est bien simple, mais c'est la ligne, j'ai envie de dire, presque la plus importante sur un PC portable. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va démonter la carte mère et on va regarder un petit peu pour faire les premières mesures, même si on les a déjà faites, mais pour voir forcément d'où vient la panne et la cibler. Donc voilà, la carte mère a été démontée, d'accord. J'ai aussi démonté le caloduc pour au cas où tester si le CPU serait éventuellement HS. Donc je vais démarrer le microscope. 1, 2, 3, voilà. Et donc on va se mettre directement au niveau de la puce supérieure qui est ici. Voilà. Donc ça c'est une énorme puce qui va, comme je vous dis, en fait communiquer avec l'ensemble des composants sur la carte mère. Pour l'ensemble des signaux, elle va aussi gérer le clavier, par exemple, comme je l'ai dit, le bouton power et plein de choses comme ça. Elle est essentielle en fait, d'accord. C'est un peu le deuxième cerveau du PC, c'est similaire à une SMC sur un MacBook. Bref, c'est important. Ok, donc on va tester directement les condensateurs qui sont à côté de la puce supérieure. Il y en a quelques-uns, d'accord. Comme le petit qui est ici, on va le tester pour voir si on a éventuellement un problème avec la puce supérieure. Ok, pas mal. Donc là, je teste un peu à la volée pour voir si on a un problème avec celle-là.
pense intimement qu'il n'y a aucun problème avec la puce. Ok, donc la puce n'est pas en court-circuit, étonnant. Enfin étonnant non, forcément. Comme je vous dis, là, le 19 volts n'est pas toujours en court-circuit quand la puce supérieure l'est. Ça dépend un peu les schémas de puce de 3 volts 3. Néanmoins, j'ai déjà vu sur Lenovo une ligne principale HS, donc en court-circuit, et que par conséquent la supérieure l'était aussi. Donc, on va un petit peu regarder au niveau des MOSFET qui alimentent le CPU, d'accord. Ok, donc ça c'est le processeur de chez AMD. Ok, donc là on peut voir qu'il y a les différents, vous voyez, différents MOSFET qui vont en fait gérer le 19 volts entrant, contrôlé par la puce ici, driver, d'accord, pour envoyer environ 1 volt. Donc on va retester pour être sûr qu'on est bien en court-circuit. Effectivement on l'est. On est toujours à 6 ohms de résistance. Donc je pense que malheureusement on sera sur un PC peut-être pas réparable. Donc je vais quand même faire une inspection de la carte à la volée. Il faut toujours faire une inspection pour être sûr qu'on n'ait pas de composants en chaise brûlée ou voilà comme celui-là. Rassurez-vous, c'est pas ça qui mettra en défaut le PC. Je suis sûr que même en testant, la bobine est encore bonne. Vous voyez, elle est encore bonne. Donc là, ça bip, c'est normal parce que des deux côtés, en fait, c'est comme un fil de cuivre, d'accord? Donc forcément, ça bip. Et vous voyez, quand on teste le condo juste à côté, écoutez, pas de court-circuit, donc vous voyez, c'est pas un problème. Loin de là. Je me suis peut-être trompé tantôt. Parce que je pense en fait que le 3 volts 3 et le 5 volts sont gérés ici. Faudrait que je prenne les schémas de carte mère, mais je pense bien. Sur les PC Acer, HP, on a souvent deux puces qui gèrent le 3 volts 3 et le 5 volts indépendamment. Voilà. En général, sur les PC classiques, vous avez une puce qui gère le 3 volts 3 et le 5 volts, mais sur les HP Acer, j'ai déjà vu deux puces qui simultanément gèrent le. Enfin, pas simultanément, mais une qui gère le 5 volts et l'autre qui gère le 3 volts 3. Ça aurait pu être ces cas de figure là, mais je pense que c'est cette puce là qui va gérer plutôt le 3 volts 3. Donc pareil, hein, on teste, hein, vous voyez, comme je l'ai dit au début de vidéo, bobine, MOSFET, condo et court-circuit, vous voyez. Par contre, attendez une minute. Non, non, il n'est pas HS. Okay. Je pensais qu'il était en court-circuit, mais pas du tout. C'est juste de la colle. C'est la colle du truc que j'ai retiré. Ok, ok, bon. Pour moi, c'est le processeur qui est HS. Peu de doute. Donc, ce qu'on va faire, ça va être simple. Donc là, on a la shunt resistor. D'accord, donc qui est 19 volts qui sort du connecteur de charge. Donc on va se mettre ici et on va injecter du courant. Voilà, aussi simple que ça parce que je pense intimement que le processeur est HS et qu'on se retrouve encore avec un appareil pas réparable. Mais bon, c'est pas grave, au moins dans tous les cas, on ne fait qu'apprendre. N'oubliez jamais. Mais pour moi, 6 ohms, ça pue fortement. Donc on va mettre 1 volt, pas plus. Vous voyez, donc j'ai branché la terre forcément à la terre et j'ai ma petite probe magique toute fine pour tester, envoyer du courant là où je veux qu'il en envoie. Et quand je mets, vous voyez, donc j'ai branché la terre ici et j'injecte du courant ici au niveau de la shunt resistor.
Et là, j'ai 1,2 V, mon voltage que j'injecte. Et comme consommation, j'ai 1 ampère. Donc ça chauffe, mais ça chauffe à moitié. Théoriquement, ça chauffe assez pour qu'on le voit. Je vais prendre ma caméra thermique et on va tester ça ensemble. Voilà. Donc là, on a la carte mère. Rappelez-vous. On a le processeur qui est au centre. On voit que c'est en carré plutôt noir. Enfin, plutôt en rectangle. Et moi, je vais injecter du courant ici. Voilà. Et comme vous le voyez, bizarrement, vous avez quelque chose qui chauffe. Vous avez bien le processeur qui chauffe. On le voit très clairement. Par contre, vous avez voyez, un point chaud juste en bas qui chauffe également. Donc ça veut dire en fait que la panne ne vient pas forcément du processeur, elle vient juste du MOSFET qui l'alimente. Voilà, vous voyez qu'on retire la probe, la chaleur se dissipe et qu'on réinjecte. Voilà. Vous voyez le processeur qui prend l'ampérage du court-circuit du MOSFET et le MOSFET qui chauffe aussi. Donc le MOSFET qui est en défaut, c'est, je pense, celui-là. Je vais laisser un peu la chaleur s'installer pour bien pointer le composant HS. Ouais, je pense que c'est bien celui-là. Ok, donc comme expliqué au début de vidéo, on est bien sur le deuxième cas de figure, donc en MOSFET GPU qui est HS, CPU pardon, qui est HS, mais qui pour moi, voilà, en fait le problème que le MOSFET rentre en court-circuit, c'est que théoriquement il est censé envoyer 1 volt dans le processeur, mais quand il rentre en court-circuit, en général il envoie beaucoup plus, parfois 12 volts, ou alors parfois 13, parfois 19 volts. Le problème, c'est qu'il n'arrive plus à contrôler le voltage, le descendre par rapport à sa gate de la puce qui va le gérer, mais il n'arrive plus en fait à contrôler le 19 volts pour le diminuer à 1 volt. Et ce qui se passe, c'est lors du court-circuit, il envoie forcément patate dans le processeur, et là, voilà, vous avez 19 volts dans le processeur, c'est terminé. Terminé. Donc, on va se remettre au microscope. Yep. Et le composant qui est HS, c'est celui-là. Donc ce MOSFET. Vous voyez, plus rien. Plus de court-circuit. Donc plus de court-circuit. Donc théoriquement, là ça va être de la chance pure et dure. Donc si le MOSFET n'a pas envoyé 19 volts, on a un PC qui va redémarrer, qui va fonctionner sans problème. S'il a envoyé plus de 1 volt, c'est terminé, c'est poubelle. Voilà, aussi simple que ça. Donc c'est pas un MOSFET qui est essentiel au démarrage du PC, je pense qu'il travaille en parallèle avec les autres MOSFET, il y en a 2 à côté, vous voyez. Donc on pourrait tenter éventuellement de démarrer la machine, ou du moins de mettre le chargeur. Et vous voyez, on a une LED. Regardez. Voilà, donc le PC démarre. C'est pas pour autant qu'il est réparé. Je vais vite remonter la machine en vitesse. On va tester. Si ça fonctionne, je serai hyper content. On aura eu beaucoup de chance. Et là, je remplacerai forcément le MOSFET. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Je prends le connecteur de charge, enfin le chargeur, pardon. Donc je prends le chargeur. Vous voyez, on a bien le témoin de charge. Je vais brancher la batterie forcément. Et on va appuyer sur le bouton power. Regardez, le bouton power fonctionne déjà. Donc on a bien la LED de démarrage. Donc le PC est en train de démarrer. Et on va voir si on a un signe de vie. Donc
Donc là, dans tous les cas, c'est normal qu'il ne démarre pas directement. Il faut attendre que le PC reset le BIOS. Lenovo, ça prend parfois un petit peu de temps, il doit le faire 2-3 fois. Donc parfois, il peut prendre jusqu'à 1 à 2 minutes avant de démarrer. Ok, il vient de se couper. Il vient de se couper et il ne redémarre pas de lui-même. Écoutez, théoriquement, bien sûr, la carte mère n'avait pas besoin du MOSFET pour démarrer, mais est-ce que, via la gate du MOSFET, la puce qui va le gérer comprend qu'il y a un manque, enfin qu'il y a un composant qui n'est plus là, et que forcément le CPU ne veut pas s'activer? Pour ma conscience à moi, je vais quand même le remplacer quoi qu'il arrive, d'accord? Ouais, je vais faire ça maintenant. Comme ça, moi, je sais que, ben voilà, si là, il ne démarre plus, c'est que c'est mort. Je vais quand même le remplacer. Un petit peu de flux. Du nouvel état pour avoir une zone bien propre. Voilà. Voilà. J'en ai trouvé un compatible en neuf. Donc là on est sur un N-channel MOSFET. Il y a deux types de MOSFET sur le marché globalement. Les P et les N-channel. Les N-channel sont vraiment ceux qui sont le plus présents, environ à 80% du temps, voire 90%. Donc on va le souder. Et on a donc voilà, intervention pas forcément compliquée. Pas compliqué niveau théorique, car pour trouver des pannes comme ça c'est plutôt compliqué si on n'a pas le matos ni l'expérience. Mais une panne, voilà, un type de composant comme celle-là à remplacer, c'est vraiment pas compliqué du tout. Dans tous les cas, dans la réparation carte mère, 90% du temps que vous allez passer, et 90% du temps le plus important, c'est dans le diagnostic de panne. Voilà, le PC est remonté vraiment de manière très rapide. On va juste tester pour voir si on a une amélioration. Ce que j'espère, ce sera vraiment un petit miracle. Mais bon. Hop, on appuie sur le bouton power. Ok, donc déjà il y a un truc qui change, c'est qu'on a une LED qui clignote et on a une image. Ok, parfait. Voilà. Ok, donc le PC semble bon. Incroyable. Ça, c'est des choses quand même qui sont vraiment très rares. Enfin, très rares. Voilà, c'est quand même régulièrement que le processeur vient mourir avec le court-circuit de son MOSFET qui l'alimente. Donc c'est une très très bonne nouvelle et je suis vraiment très content. Le fait d'avoir une image est vraiment intéressant déjà. Écoutez, ce que je vais faire, je vais le remonter globalement, je vais rebrancher toutes les nappes, mettre un disque dur ici à nous, et puis on fera le test. Je vais quand même le tenir, voilà. Donc il charge, il charge. Ok, donc là on a déjà une amélioration. Préparation des périphériques, ok, donc peut-être que mon disque dur que j'ai ici pour test, c'est vrai que j'avais déjà eu 2-3 soucis avec lui auparavant. Enfin bref, on va quand même voir si on arrive jusqu'au bureau. Préparation. Ok. Ok. Pareil. Ah non, voilà, ok, je n'ai rien dit. Voilà, voilà. Le PC a démarré. Mais voilà, honnêtement, très 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 bonne nouvelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, si vous l'avez fait. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux afin de ne pas louper forcément chacune de nos vidéos de réparation où on essaye forcément d'expliquer ce qu'on fait.
de vulgariser l'électronique, c'est important pour nous. Et de vous montrer forcément aussi l'envers du décor. Et c'est un peu ça qui nous passionne et qui nous anime tout au long de nos journées. Merci à vous. Ciao. Si vous désirez acheter un appareil reconditionné ou alors faire appel à notre service de réparation, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur ripero.be. On est une entreprise basée en Belgique. Vous avez à gauche plus de services Ripero, à droite l'ensemble de nos appareils reconditionnés qu'on vend en ligne. Vous avez un peu plus bas l'ensemble des appareils reconditionnés sous forme de nouveautés. Si jamais vous désirez acheter un de nos appareils, pareil, rien de plus simple, cliquez sur ajouter au panier, voir mon panier et passez la commande. Je rappelle que le paiement est 100% sécurisé et la livraison est de 2 à 4 jours ouvrés après réception du paiement. Si par contre vous désirez faire appel à notre service de réparation, il faut cliquer soit sur plus de services Ripero ou alors en haut nos services. Admettons que vous voulez réparer un PC portable de la marque Asus, un ZenBook. Vous arrivez sur la fiche correspondante. Et ici, vous avez l'ensemble des services qu'on propose pour ce type d'appareil. Admettons que l'appareil ne démarre plus du tout et qu'il s'agit d'un problème carte mère. Vous aurez ici le tarif forfaitaire maximum qu'on peut facturer. Attention que le forfait peut être forcément moins cher en fonction de la gravité du problème. Si jamais vous êtes local, vous cliquez sur « Je me rends en magasin ». Vous aurez ainsi l'adresse du magasin, du shop, également en formulaire de contact. Si jamais vous n'êtes pas local et que vous habitez quand même beaucoup plus loin, vous pouvez cliquer sur « Envoi gratuit en réparation » et vous aurez une fiche à compléter avec l'ensemble de vos coordonnées. Également préciser le type d'appareil, le modèle et forcément le problème constaté avec l'appareil. Et dans ce cas-là, ce qui est super, c'est qu'on vous enverra une étiquette prépayée Bipost où vous n'aurez plus qu'à poser l'étiquette sur votre colis et nous l'envoyer. Et forcément, on se chargera de la réparation ou du devis, le cas échéant, après réception de l'appareil. Merci d'avance pour votre confiance.